Alors, ce qu'on retient, c'est que l'intelligence artificielle est donc née en 56 et on a l'impression qu'elle a 5 ans à en entendre les médias, voir les couves des hebdos. On a l'impression que ça vient de débouler sur la planète. Donc, qu'est-ce qui véritablement est nouveau? Est-ce que vous pouvez nous parler du deep learning qui serait a priori responsable de toutes ces avancées plus récentes? On a tous en tête l'exploit de Google DeepMind face à Lee Sedol, le champion de Go, en mars 2016. Et quantité d'exemples, tous les exploits sont hebdomadaires pour l'intelligence artificielle. Donc, qu'est-ce qui a vraiment changé? Alors, la première chose qui a changé, c'est que nous vivons dans une société numérique. La plupart des échanges entre les hommes sont médiatisés par Internet et donc ils sont numérisés. Nos mails, nos textos, les livres sont numérisés, les images sont numérisées. Et donc l'exploitation de toutes ces informations sous forme numérique est quelque chose d'extrêmement précieux. Ça, c'est la première chose. Donc, il y a une matière qui est numérique qui fait qu'on va pouvoir l'exploiter avec des ordinateurs et avec des programmes. Et puis la deuxième chose, c'est qu'il y a des techniques d'intelligence artificielle qu'on appelle les techniques d'apprentissage qui sont capables de traiter des très grandes masses d'exemples. Et c'est ce qu'on appelle, entre autres, le deep learning. Il y en a d'autres, d'ailleurs, mais le deep learning joue un rôle important. Alors, est-ce que le deep learning est nouveau ? Ça, c'est une question. Le deep learning, dans son principe, n'est pas nouveau. Le deep learning reprend ce qu'on appelle les réseaux de neurones formels. La notion de réseau de neurones formels est née avant l'intelligence artificielle, en 1943. C'est un jeune mathématicien qui s'appelait Walter Pitts, avec un neurologue, Warren McCulloch, qui a imaginé, essayer de reproduire sur des machines ce que l'on connaissait à l'époque de notre cerveau. C'était très rudimentaire, on savait qu'il y avait des neurones, et qu'il y avait des connexions entre ces neurones qu'on appelait des synapses. Et ils ont montré qu'avec des automates, on pouvait donner une image de ce qui se produisait sur le cerveau. Et ensuite, ils ont montré qu'avec 3 couches d'automates, qui étaient reliées par 2 couches de connexion qu'on appelait des synapses formelles et automates formels, qui sont plus exactement neurones formels, qui sont l'image avec des automates de ce que sont les neurones, et synapses formelles, qui sont l'image avec des connexions pondérées de ce que sont nos connexions dans notre cerveau. Et bien, on arrivait avec 3 couches d'automates et 2 couches de synapses à produire n'importe quelle fonction logique. Toute la difficulté, c'était comment établir les poids de ces connexions synaptiques pour réaliser une fonction. Et bien sûr, l'idée, très tôt, ça a été d'essayer de le faire automatiquement, en donnant des exemples et en donnant la catégorie des exemples. Par exemple, vous donnez des formes, des cercles, des triangles, des carrés, et puis vous voudriez dire ce sont des cercles, des triangles, des carrés, et que la machine soit capable d'établir automatiquement les poids synaptiques pour reconnaître des exemples, des poids, des cercles, des triangles et des carrés. Alors ça, bien sûr, c'est une question qui se pose dès 1943, plus exactement quelques années plus tard, et sur laquelle on a travaillé pendant... Alors là, c'est plus de 60 ans, c'est 70 ans. Au début, ça a été très difficile. L'un des premiers qui a travaillé dessus, c'est Marvin Minsky. Il a essayé de se faire sa thèse là-dessus. Il a eu du mal. Et ensuite, ça a été un des pionniers de l'intelligence artificielle. Je vous ai parlé de 2 jeunes gens qui sont à l'origine de l'intelligence artificielle. C'était l'un des 2 jeunes gens avec John McCarthy. Et ensuite, en 1958, quelqu'un a eu l'idée d'un algorithme qui permettait d'établir les poids. Mais il le faisait sur des réseaux qui n'avaient pas 3 couches, comme j'ai dit tout à l'heure, mais simplement 2 couches de neurones et une couche de connexion entre les neurones. Et là, il avait un programme qui marchait bien, mais on a démontré, c'est Marvin Minsky, en 1969, que ça marchait que pour des fonctions très élémentaires. Et donc, ce n'était pas utilisable pour apprendre des choses compliquées. Et puis ensuite, il a fait attendre les années 80, et en particulier ce que l'on a appelé parallel distributed processing, ou la rétropropagation de gradients, pour avoir des algorithmes qui fonctionnent sur plusieurs couches. Mais bien sûr, les machines étaient assez lentes, et donc c'était assez difficile. Alors, des mathématiciens ont essayé de formaliser ça, et ils ont trouvé ensuite d'autres techniques qui étaient beaucoup plus efficaces, et en particulier ce qu'on a appelé les SVM, Support Vector Machine. Et puis, des acharnés qui étaient très intéressés par les réseaux de neurones ont continué à travailler là-dessus, alors que ce n'étaient plus les techniques à la mode.
Et en particulier, parmi eux, il y avait un Français qui s'appelle Yann Lequin, qui a continué. Il a réussi à montrer en 2010 que sur d'immenses quantités d'exemples, pour faire la reconnaissance d'images, il obtenait de bien meilleures performances que les autres techniques d'apprentissage. Et c'est donc depuis qu'on arrive à toutes ces transformations. Alors, pour vous donner une illustration de ce qu'on est capable de faire, quand j'ai dit on traite beaucoup d'exemples, hein, on a un logiciel conçu par Google, hein, qui apprend, alors j'ai dit 3 couches, c'est important, en réalité on apprend, c'est pour ça qu'on appelle ça deep learning, parce qu'on arrive aujourd'hui à apprendre sur énormément de couches, donc il apprend sur 13, 15 voire 20 couches, et avec un nombre de connexions qui est impressionnant, on arrive à des millions de connexions, hein, sur millions de synapses formelles. Et à partir de ça, donc, pour faire la reconnaissance des visages, ils arrivent à apprendre sur 200 millions d'images. Vous voyez, c'est considérable. Et avec ça, ils obtiennent un taux de reconnaissance des visages de 99,65%. Alors, il n'y a pas 200 millions d'individus, parce qu'on donne plusieurs images par individu. Mais si on en donne 20 ou 30, ça suffit. Et ça veut dire qu'on est capable de construire un système qui reconnaisse les visages avec ce taux de performance que j'ai précisé là, entre des millions d'individus, donc des capacités qui nous dépassent considérablement. Et puis, on a vu que ça peut être utilisé dans beaucoup d'autres applications. Hein, par exemple, la voiture autonome, hein, où on a des capteurs, on fait de la reconnaissance d'images, on identifie la route, le bord de la route, etc. Ça a été utilisé pour le jeu de Go. Le système AlphaGo utilise ce type d'apprentissage. Il utilise aussi d'autres types d'apprentissage qu'on appelle l'apprentissage par renforcement. Dans le cas d'AlphaGo, c'est assez extraordinaire parce qu'il reconnaît, il apprend sur des parties anciennes, pour voir quels sont les coups qui ont été positifs, les coups qui ont été négatifs, mais il apprend aussi en jouant contre lui-même. Et il s'améliore, hein, en s'entraînant contre lui-même. Et puis, bien sûr, c'est utilisé pour la reconnaissance de la parole, c'est utilisé pour le traitement du langage naturel. Donc, ça a permis, effectivement, d'obtenir d'excellents résultats, avec quand même cette réserve qu'on doit apprendre sur des très grandes quantités d'exemples qui sont annotés. On dit que c'est de l'apprentissage supervisé, et donc il faut annoter ces exemples. Et ça explique peut-être que vous voyez que sur Internet, on vous demande en permanence votre avis. Alors pourquoi est-ce qu'on veut votre avis? Parce qu'on veut savoir quels sont vos goûts. Et pour savoir quels sont vos goûts, on est obligé de savoir qu'est-ce que vous dites. Est-ce que vous aimez ou est-ce que vous n'aimez pas? Et à partir de ça, bien sûr, on va vous faire de la publicité adaptative, on va vous servir ce qui vous fait plaisir. Alors, c'est peut-être pas toujours la chose idéale, il y a d'autres applications qui sont quand même beaucoup plus intéressantes que ce type d'application. Alors, même si l'apprentissage reste supervisé, on voit bien que vous-même avez du mal à énumérer le nombre de domaines dans lesquels l'intelligence est en train des machines est en train de nous dépasser. Ce qui nous amène forcément à cette grande question, les robots vont-ils tous voler nos emplois? Dans les usines d'abord, pour les métiers les plus... les métiers qui sont d'ores et déjà robotisés. Mais c'est là que des personnes comme Laurent Alexandre vont nous dire que d'ici 2030, plus aucun radiologue ne sera dépassé par une intelligence artificielle et que d'ici 2050, plus aucun emploi qui ne sera pas complémentaire de l'IA n'aura raison d'être. Donc qu'est-ce que vous répondez à ça? Est-ce que vous nous maintenez dans cette inquiétude? Alors, première chose, il se trouve que j'arrive du Japon, parce qu'il y avait un colloque sur l'éthique et l'intelligence artificielle. Et l'attitude des Japonais est très différente de la nôtre. C'est-à-dire que nous craignons ces robots en nous disant ils vont voler nos emplois, nous n'aurons plus de travail et nous allons être au chômage. Et les Japonais ont une vision complètement différente. Ils pensent que leur société est vieillissante. Il y a 1,2 enfants par femme. Il va y avoir donc de plus en plus de personnes âgées et de moins en moins de personnes en âge de travailler. Et donc ils se disent, si nous disposons de ces machines, nous allons pouvoir continuer à avoir une industrie qui sera compétitive. Donc vous voyez, avec les mêmes effets, c'est-à-dire le travail accompli par des machines, les Français ont une vision inquiète, les Européens aussi, avec l'idée de faire payer une taxe aux robots, par exemple, et les Japonais ont une vision qui est opposée. Et bien sûr, qui est-ce qui a raison, hein? C'est une question, hein, bien sûr, qui reste ouverte. Alors maintenant, on pourrait se demander, est-ce que c'est vrai que tous les emplois vont être exécutés par des robots? Il y a, la semaine dernière, une étude qui a paru
en Angleterre, je crois que c'est l'université d'Oxford qui l'a faite, et ils disent qu'effectivement, d'ici, alors on dit 50 ans, on projette, tant de pourcents de métiers auront disparu parce qu'ils seront exécutés par des machines. Alors j'ai quand même lu en détail cette étude. Le problème, c'est que quand vous la lisez, les bras vous en tombent, parce que ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé dans une conférence d'intelligence artificielle, NIPS, qui est la conférence spécialisée sur le deep learning, l'apprentissage sur les réseaux de neurones formels, et on a demandé aux chercheurs quels sont les métiers, à votre avis, qui seront automatisés. Alors bien sûr, ils vendent leur, j'allais dire leur salade, c'est pas très gentil pour mes collègues, mais bien sûr, ils vous disent oui, c'est normal, on va faire une machine à traduire d'ici tant de temps, par exemple. Alors prenons l'exemple de la traduction automatique. On vous dit qu'il n'y aura plus besoin de traducteurs. Le problème, c'est que si on a des traducteurs automatiques qui donnent des résultats assez moyens, mais qui nous permettent de comprendre à peu près un texte, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin de traduction automatique si on veut reformuler dans une langue étrangère. Et puis d'autre part, ces traducteurs automatiques, ils marchent bien pour des écrits techniques. Il marche bien pour des choses simples. Bien sûr, pour traduire de la poésie, la question de la traduction reste et demeure totalement insurmontable, même pour des hommes. Et donc pour des machines, c'est encore pire. Alors maintenant, on va regarder qu'est-ce que c'est comme activité humaine qui peut être automatisée. Alors pour ça, je vous propose de reprendre des catégories qui ont été introduites par une philosophe dont vous avez certainement entendu parler, Hannah Arendt. Elle a écrit un livre très intéressant qui s'appelle en français La condition de l'homme moderne. En anglais, c'est The Human Condition. Et je pense qu'on n'a pas donné la condition humaine pour ne pas confondre avec le roman d'André Malraux à l'époque. Donc c'est sur la condition humaine en général en réalité. Et en même temps, elle se projette dans ce qu'était la modernité de son époque. Et elle distingue dans la vie deux types de vie, ce qu'elle appelle la vie contemplative, la spéculation intellectuelle, et la vie active. Alors dans la vie active, qui nous intéresse, puisque c'est l'homme dans le monde, elle distingue différents types d'activités. Alors là, ça devient très intéressant parce qu'elle dit qu'il y a trois choses. Il y a le travail, laborieux, c'est-à-dire l'activité qui permet à l'homme de subsister physiquement, et c'est ce que les esclaves réalisaient. Et puis justement, pendant l'Antiquité, ces esclaves permettaient à des hommes de vaquer à d'autres occupations et d'acquérir une certaine liberté, de se consacrer à deux autres choses, qui sont les deux autres activités, qui sont d'une part ce qu'elle appelle le work, l'œuvre, c'est-à-dire la réalisation matérielle de l'artisan ou de l'artiste, et puis la troisième chose, c'est l'action au sens d'action politique. Et donc, maintenant, on va regarder que font les machines. Eh bien, je crois que les machines, elles font ce travail répétitif, ce travail laborieux, ce travail qui peut être physique dans certains cas, par exemple labourer, par exemple travailler à la chaîne dans une usine, et puis éventuellement des activités intellectuelles qui sont aussi répétitives. Tout cela peut être exécuté par des machines, au risque bien sûr de supprimer un certain nombre d'emplois. Mais en même temps, il y a d'autres activités qui relèvent, alors, soit effectivement du travail au sens où il y a une présence, par exemple des métiers comme le métier de coiffeur, je ne pense pas qu'on le réalise. Enfin, moi, c'est vrai que j'ai... Mais disons, quand j'étais plus jeune, quand on a des cheveux, le métier de coiffeur, on préfère que ce soit quelqu'un qui s'occupe de vous qu'une machine, même si une machine pourrait très bien éventuellement le réaliser. Et puis, donc il y a cette présence physique, je crois, qui est importante, la présence de tout un tas de métiers qui va, à mon sens, subsister. Et puis, il y a d'autres activités. On parlait de l'œuvre. Il faut savoir que, bien sûr, pour mettre en œuvre justement ces dispositifs technologiques, il faut énormément de compétences. De même, des métiers comme le métier de journalisme, on nous dit on va être capable d'écrire des brefs d'agence. Oui, effectivement, si on a des tableaux de chiffres, on peut éventuellement décrire une petite brève qui vous décrit la météo ou qui vous décrit l'évolution des cours de bourse. Mais ensuite, pour écrire vraiment un article architecturé avec une mise en scène sur une question nouvelle, il faut un certain nombre de talents qui sont... Vous ne vous sentez pas obligé Non, mais je le pense très sincèrement. Mais au point que justement, nous, ce que l'on fait, c'est qu'on essaye de faire de nouvelles formations
pour de nouvelles formes de journalisme, ce qu'on appelle le journalisme de données, où il faut à la fois avoir des compétences pour exploiter des données, et puis ensuite pour scénariser, pour écrire et rédiger. Donc ce sont ces nouveaux métiers qui, à mon sens, vont apparaître. Et donc je crois que plus que jamais, nous avons de nouveaux métiers, et ces nouveaux métiers demanderont des compétences. Et ces compétences sont des compétences qui risquent de varier relativement rapidement. Et donc, il faut à la fois une formation hybride, qui inclut à la fois le numérique et d'autres formations plus classiques. Et puis, il faut, je crois aussi, que ces formations puissent se produire tout au long de la vie. Et donc, je pense qu'il faut changer complètement le système universitaire, d'une part, et d'autre part, la comptabilisation du travail. Aujourd'hui, on compte en nombre d'heures passées à l'établi. Ça me semble absurde parce qu'on a des activités qui ne se comptabilisent pas de cette façon-là. Et je pense qu'il faut inclure aussi la formation des temps de repos à l'intérieur du travail, des temps qui sont liés à la lecture, qui sont liés à l'approfondissement. Et donc, je crois que ce sont ça les grands enjeux de l'avenir. Et donc, je ne suis pas pessimiste de ce point de vue-là. Et puis, la dernière part de l'activité humaine, c'était l'action. C'était tout à fait essentiel dans l'activité, puisque c'était l'activité des hommes libres. C'était l'action au sens de l'action politique. C'est-à-dire ce qui permettait de discuter, ce qui faisait que, bien sûr, seuls les hommes libres pouvaient aller sur l'agora, échanger pendant un temps assez long. Et ça, je crois, là encore, que avec les technologies de l'information, les modalités d'action politique sont en train d'évoluer considérablement pour de multiples raisons, parce que les catégories politiques sont en train de changer. Il faut voir que les notions de souveraineté étaient fondées sur un axiome fondamental qui était le fait qu'il y avait coextension entre le territoire et l'État. Or aujourd'hui, on le voit, bien sûr, l'État est pénétré, plus exactement le territoire est pénétré d'influence de différents États. Et donc ça pose vraiment des questions nouvelles. Donc je pense qu'il n'y a pas lieu d'être démesurément inquiet en disant le travail va disparaître. En revanche, je pense qu'il faut regarder l'avenir dans les yeux pour bien comprendre qu'il y a des transformations majeures qui vont affecter nos sociétés et que je crois qu'il faut y faire face. Alors un dernier sujet avant peut-être de passer aux questions de la salle. Il y en a d'autres qui sont pas inquiets, qui sont très très inquiets, les adeptes de la théorie de la singularité, qui est donc ce moment où l'intelligence artificielle serait en train de dépasser l'intelligence humaine. Alors on a en tête le cri d'alarme de Stephen Hawking en 2014 qui nous parlait de fin de l'humanité. On a aussi Bill Gates, Elon Musk, qui sont tous très très inquiets sur l'avènement donc d'une intelligence artificielle qu'on appelle forte par rapport à une intelligence artificielle faible. Vous pouvez nous expliquer ce que c'est rapidement. Mais il y a aussi tous les adeptes de la singularité qui sont ravis parce qu'ils sont persuadés qu'on va pouvoir hybrider nos cerveaux avec la technologie et être des êtres puissants, immortels. Donc là, c'est l'université de la singularité, Ray Kurzweil, qui est un ingénieur de chez Google qui travaille au sein de Google à nous rendre immortels. Donc, que pensez-vous de ces adeptes de la singularité auxquels vous consacrez votre dernier livre ? Et faut-il partager leurs inquiétudes ou leur optimisme béat quant à cet être augmenté que nous allons devenir ? Alors, ce dernier livre, donc Le mythe de la singularité, je l'ai écrit parce qu'il me semblait, en tant que scientifique, essentiel de dénoncer des déclarations que je trouvais excessives. Alors ces déclarations, on l'a dit tout à l'heure, sont des déclarations d'autorité qui paraissent incontestables, comme Stephen Hawking, ou d'ingénieurs avec des réussites absolument époustouflantes, comme Elon Musk ou Bill Gates, ou encore de grandes sociétés comme Google, qui financent une université de la singularité et qui emploie quelqu'un qui a été mentionné, Ray Kurzweil, qui nous explique que grâce aux technologies de l'information, nous allons bientôt devenir immortels parce que nous allons télécharger notre conscience sur des machines et nous allons donc vivre indépendamment de notre corps physique. Alors, il me semblait, et je n'ai pas le temps bien sûr de le dire en détail, qu'en tant que scientifique, je devais le dénoncer. Ça fait déjà quelques années que je trouve que c'est excessif, et mes collègues philosophes, dont j'espérais
qu'il se livre à cette dénonciation, ne le faisait pas. Il déplorait souvent, pour beaucoup d'entre eux, le monde dans lequel nous allons rentrer avec l'intelligence artificielle, mais il ne dénonçait pas la supercherie. Et donc il m'a semblé qu'il était important d'expliquer pourquoi. Alors pourquoi? Je vais le dire ici en 2 mots, et puis ensuite éventuellement je pourrais le détailler, mais il faudrait plus de temps. Pourquoi? Parce que ces déclarations se fondent essentiellement sur 2 arguments. Le premier argument, c'est ce qu'on appelle la loi de Moore. Alors, cette loi de Moore est une loi qui a été introduite en 1964 par Gordon Moore, qui était le fondateur de la société Intel. Vous voyez que la plupart des microprocesseurs viennent de cette société. Donc, le fondateur de cette société Intel remarquait que depuis 1959, la puissance des processeurs, plus exactement le nombre de composants, doublait à peu près tous les 2 ans ou tous les 18 mois. Effectivement, cette loi d'observation se vérifie depuis 1959. Et des ingénieurs qui prétendent être des scientifiques disent cette loi, elle va continuer. Et si vous prenez une loi comme celle-là, qui est une loi dite exponentielle, un doublement régulier, ça vous donne, au début, c'est très lent, et puis après, ça devient vertigineusement rapide. Et donc, il tire argument de cela pour dire que cette loi est une loi essentielle, c'est une loi de la nature, et comme les machines vont être infiniment puissantes, elles vont nous dépasser. Et puisqu'elles nous dépassent, elles vont avoir un rythme de calcul qui sera supérieur à celui de notre cerveau, elles vont avoir une capacité de stockage qui sera plus grande que celle de notre esprit. Puisque ces machines nous dépassent, elles vont être plus intelligentes que nous, et si elles sont plus intelligentes, elles vont prendre le pouvoir. Alors je crois qu'il revient bien sûr de discuter de ces arguments-là. Alors première chose, est-ce que la loi de Moore va continuer? On n'en sait rien. Aujourd'hui, on a de forts doutes parce que les technologies qui sont à l'origine de cette progression considérable des systèmes d'intelligence artificielle sont des technologies du silicium. Or, on pense que ces technologies vont arriver à leur limite parce que vous avez une limite, c'est la limite physique. Vous ne pouvez pas intégrer en dessous de la taille de la molécule, vous voyez, de l'atome. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, quand bien même cette loi se continuerait, l'intelligence, ça n'est pas simplement une fréquence de calcul. C'est bien autre chose. Et donc, on a du mal, effectivement, à croire à ce genre de choses. Et puis, troisième chose, ils disent que les machines vont acquérir une conscience. Alors là encore, on ne sait pas ce que c'est que la conscience. Et donc, bien sûr, c'est absurde. Et puis, alors, ils ont un deuxième argument, au-delà de la loi de Moore, qui repose sur l'apprentissage machine. Ils disent que les machines apprennent de façon autonome, et donc elles nous dépassent sur le jeu de Go. Elles nous dépassent sur la reconnaissance d'images. J'ai parlé de la reconnaissance des visages tout à l'heure. Elles vont nous dépasser pour tout. Et là encore, bien sûr, on sait très bien qu'il y a des limites à l'apprentissage machine. C'est-à-dire que les machines peuvent faire des choses beaucoup plus performantes que nous sur des tâches spécifiques. Mais lorsque l'on apprend, il y a un moment donné où on doit introduire de nouvelles notions. Vous savez, en épistémologie, par exemple, on parle... Gaston Bachelard parlait de rupture épistémologique. Ou plus proche de nous, Kuhn, dans son ouvrage sur la structure des révolutions scientifiques, parle de changement de paradigme. Alors peu importe, il y a des petites subtilités, mais on sait qu'il y a des moments où il y a tout d'un coup des notions nouvelles qui renversent totalement les conceptions qu'on avait auparavant. Par exemple, Galilée ou Copernic ou Einstein ont été les artisans de ces grandes transformations. Or, on ne sait pas comment une machine peut faire pour d'elle-même arriver à établir ces grandes révolutions. Donc on sait effectivement qu'il y a des puissances considérables des machines, mais qu'il y a une limite des machines. Et donc je pense que ces déclarations de ce fait ne sont pas fondées. Alors après, bien sûr, on peut se demander qu'est-ce qui conduit les grandes sociétés de l'Internet qui ont un pouvoir considérable à donner crédit à de tels discours. Et c'est ça que j'ai essayé d'expliquer. Ils ont très brièvement, moi je pense qu'ils ont un agenda politique et qu'ils racontent un mythe, une histoire qui nous fait peur. Et cette grande peur nous obscurcit la réalité et nous obscurcit les vrais dangers, les dangers dont eux-mêmes sont responsables. Très bien. Maintenant, c'est à vous. Est-ce que quelqu'un a une question sur ces projets politiques des GAFA, par exemple?
Oui, j'avais envie de rebondir sur quels sont ces dangers, mais juste avant, j'avais une première question, plus précisément sur l'IA. Quand vous dites que l'AlphaGo peut jouer contre lui-même, ça c'est quelque chose que nous, on ne peut pas faire, jouer contre soi-même, en tout cas c'est très compliqué, enfin je crois que c'est impossible. Comment est-ce qu'une IA est capable de se dédoubler, c'est-à-dire qu'elle peut être à la fois deux entités sans que l'une n'influence l'autre? Je veux juste un petit peu plus d'explications là-dessus. Ah, oui, c'est très simple, c'est que un programme informatique, vous pouvez le dupliquer. Et puis vous pouvez avoir une machine A qui a un programme qui joue contre une machine B qui a le même programme. Et bien sûr, elle est-ce que du coup, ce serait deux intelligences artificielles ou ce serait quand même une seule intelligence artificielle? Alors déjà, lorsqu'on parle d'intelligence artificielle, il y a un problème qui est lié à l'article. L'intelligence artificielle, j'ai dit, c'est une discipline scientifique. Donc c'est un article défini, il n'y en a qu'une. Hein, et là, vous dites, on va dire une intelligence artificielle, un article indéfini. C'est-à-dire qu'en fait, on a une entité qui est mue par un programme réalisé avec des techniques d'intelligence artificielle. Et celui-là, bien sûr, on peut le dédoubler et en faire deux, et un qui joue contre l'autre. Moi, d'ailleurs, il y a de nombreuses années, un de mes étudiants avait réalisé un petit programme qui jouait à pierre, ciseaux, papier. Vous connaissez ce jeu. Et il était extraordinaire, ce programme, parce qu'il jouait contre lui-même et il s'améliorait. Puis il jouait contre les hommes et il s'améliorait aussi parce que... Alors il était diabolique parce qu'au début, vous jouiez contre lui. Et puis bon, c'était à peu près aléatoire. Mais vous savez que pour gagner, il faut jouer aléatoirement. Et le problème, c'est que lui, il essayait de détecter ce que vous croyez comme étant un jeu aléatoire, mais lui, il décelait chez vous, à votre insu, des régularités. Ensuite, il les anticipait et il gagnait sur vous. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question? Premier rang. Bonjour. Alors, je suis au dernier parce qu'on était deux. On est dans un lieu ici entouré d'établissements culturels. Est-ce qu'il y a déjà des impacts de l'intelligence artificielle sur des lieux qui peuvent sembler particulièrement créateurs, que ce soit la musique, des expositions? Et est-ce qu'il y a où est-ce que ça va impacter? Est-ce qu'on peut imaginer une exposition entièrement créée par une machine ou dans les services enfin voilà. Alors, effectivement, c'est une bonne question. D'abord, est-ce qu'on peut fabriquer une machine qui est créative? Ça, c'est une question ouverte qui a été posée il y a très longtemps. Alors, je vous ai dit que le premier ordinateur électronique avait été fabriqué en 1946. Mais le premier ordinateur a été imaginé au début du 19e siècle par quelqu'un qui s'appelait Charles Babbage, qui était économiste. Et il avait une assistante qui s'appelait Ada Lovelace, dont peut-être certains d'entre vous ont entendu parler. C'était la fille de Lord Byron, le grand poète. Et donc, elle a été amenée à faire de l'informatique enfin plus exactement des mathématiques, parce que sa mère craignait, le père était parti, vous connaissez l'histoire de Lord Byron, le père était parti, et la mère trouvait qu'elle avait un peu le tempérament exalté de son père. Donc pour lui ramener les pieds sur terre, elle lui a fait faire des mathématiques. Et donc ensuite, Ada Lovelace, donc elle s'est mariée, c'est son nom de femme mariée, Ada Lovelace a travaillé avec Charles Babbage, et elle s'est posé différentes questions sur ces nouvelles machines. Et elle s'est dit, mais peut-être qu'elles ne traiteront pas uniquement des nombres, qu'elles ne feront pas uniquement des calculs, mais qu'elles aborderont aussi la musique et les textes. Et effectivement, aujourd'hui, il y a beaucoup d'applications d'intelligence artificielle dans le domaine artistique. Par exemple, à l'IRCAM, il y a énormément de choses qui se font avec de l'intelligence artificielle. Moi-même, j'avais travaillé il y a de nombreuses années avec des étudiants qui avaient fabriqué une machine qui générait la ligne de base d'un trio rythmique en jazz avec une improvisation. Donc c'était une forme de créativité élémentaire, mais qui existait. Et puis, bien sûr, on peut imaginer ensuite d'autres applications de l'intelligence artificielle dans ce domaine de la création artistique. Alors, soit pour créer, et soit pour aider à comprendre la création. Et moi-même, je travaille aujourd'hui dans un laboratoire d'excellence entre mon équipe et puis les équipes de littérature de la Sorbonne. Et on travaille sur ce qu'on appelle les humanités numériques, c'est-à-dire
l'équipement, entre guillemets, si c'est possible, des disciplines traditionnelles d'érudition avec des outils d'intelligence artificielle pour concevoir de nouveaux opérateurs d'interprétation. Par exemple, on reprend des théories littéraires, comme les théories sur la génétique textuelle, qui essaient de mieux comprendre l'évolution des œuvres d'un auteur, ou les théories sur l'intertextualité, et on conçoit des outils qui permettent de mieux comprendre les textes. Donc, je n'ai pas le temps, mais je pourrais passer des heures à parler de cela. Donc oui, je crois qu'il y a vraiment énormément de choses à faire dans le domaine de la culture, la compréhension des œuvres humaines avec les outils d'intelligence artificielle. Il y avait une question au premier rang. Bonjour. Alors, ma question, c'est plus une histoire de remise en question contextuelle. Est-ce qu'on ne fait pas énormément de sensationnel avec le mot intelligence artificielle et la promotion des scénarios quasi dystopiques par rapport à cette technologie, alors que pour l'instant, on en est quand même qu'au balbutiement, même si ça fait bien 50, 60 ans qu'on travaille dessus, mais qu'on en arrive à un stade où l'intelligence artificielle est plus devenue un espèce d'argument marketing qu'une vérité en soi. Par exemple, quand on parle d'intelligence artificielle pour des chatbots sur Messenger, personnellement, j'ai un peu de mal. Mais du coup, voilà, il n'y a pas une espèce de phénomène sensationnel à vouloir faire peur, effrayer, on va dire, la scène tech, les users, etc. Alors qu'en soi, on sait que pour créer une intelligence artificielle dite forte, il nous faudrait encore quelques dizaines d'années, des millions et des millions de données, et en soi, ça serait très complexe. Et il y a une deuxième question qui est liée à ça. Je suis désolé, je m'accapare le micro. C'est pourquoi réfléchir à une intelligence artificielle générale alors qu'on sait pertinemment que si un jour on y arrive, si un jour on a les puissances de calcul, si un jour on a la technologie de le faire, elle prendra le dessus sur notre espèce, car en soi, elle sera une amélioration constante de ce que nous sommes, elle sera supérieure, alors que pour l'instant, on peut concevoir des intelligences artificielles dans un domaine donné qui seront spécialisées et qui réaliseront les tâches mieux que nous-mêmes. Et donc voilà pourquoi s'attarder, s'attacher à cette volonté de vouloir créer une entité générale qui serait juste notre reflet amélioré. Alors, je suis bien d'accord avec vous, c'est ce que j'ai essayé d'exposer dans ces deux livres qu'on a évoqués tout à l'heure, à la fois dans le mythe de la singularité pour répondre à ces déclarations excessives qui ne correspondent à rien de réel. Et il me semble qu'en tant que scientifique, notre rôle, c'est non seulement de chercher dans nos laboratoires, mais de porter à la connaissance du plus grand nombre l'état des connaissances actuelles. Et donc, je vous remercie de votre question, je suis tout à fait d'accord. Alors, je crois que le terme d'intelligence artificielle, je vous ai dit, c'est une discipline scientifique. Il a été inventé en 1956. Mais en même temps, le terme est ambigu. Et peut-être doit-il son succès de cette ambiguïté. Alors, pourquoi il est ambigu ? Parce que, je vous l'ai dit, l'intelligence artificielle, c'est une discipline scientifique qui étudie l'intelligence avec les moyens de l'artificiel, avec les ordinateurs. Mais on peut l'entendre autrement. On peut l'entendre comme une intelligence artificielle avec un article indéfini. C'est quoi ? C'est une entité qui serait intelligente et construite artificiellement par la main de l'homme. Et là, bien sûr, ça rejoint des mythes très anciens, des inquiétudes qui sont ancrées au cœur de l'homme et qui y voient à la fois une perfection et en même temps une forme de malédiction, parce qu'il y aurait quelque chose de l'ordre de la transgression, puisqu'on reproduit ce qu'a fait Dieu à la place de Dieu. Et à ce propos, vous savez, il y a une très belle exposition au musée d'art et d'histoire du judaïsme sur le golem. C'est effectivement ce même mythe extrêmement ancien d'une statue d'argile, justement, on reproduit la façon dont Dieu a créé l'homme, une statue d'argile qui s'anime lorsqu'on passe un message derrière ses dents. Et c'est effectivement cette image-là qui est celle de l'intelligence artificielle, avec son côté positif et son côté négatif. Par exemple, dans les légendes du golem, on sait que sur son front est écrit vérité, ce qui veut dire à quel point il faut de la perfection pour essayer de réaliser cette statue qui s'anime et qui vaque aux occupations quotidiennes. Et en même temps, l'une des premières choses que fait le golem, c'est qu'il prend un couteau, il efface la première lettre et ça donne un nouveau mot. Donc vérité, c'est émettre en hébreu. Il efface la première lettre, ça donne mettre en hébreu, et mettre en hébreu, c'est mort. Et effectivement, il y a cette dualité dans ces outils artificiels. Alors cette dualité, elle est
je pense, problématique. Effectivement, les déclarations sont excessives, parce qu'on nous laisse entendre qu'il y a des réalisations qui ne sont pas à ce niveau de développement. Et on sait qu'en même temps, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'intelligence artificielle a transformé le monde. Mais il a transformé le monde en réalisant des automates qui vont remplacer des activités humaines dans de multiples champs, avec des aspects positifs et des aspects négatifs. Les aspects positifs, c'est par exemple le domaine de la santé, c'est par exemple toutes ces activités pénibles qui déforment le corps de l'homme. Les aspects négatifs, et c'est des aspects, je pense, sur lesquels il faut réfléchir, c'est qu'on a des machines qui vont prendre des décisions à la place des hommes. On est dans des sociétés où on hait les responsabilités, où on met en cause toute forme d'autorité, et donc des hommes, pour se couvrir, préfèrent utiliser des machines. Mais bien sûr, il faut savoir que ce n'est pas parce que c'est une machine, c'est pas parce que c'est répétitif que c'est juste. Et justement, je pense que notre défi dans les années à venir, c'est bien de savoir quelles sont les limites que l'on accorde à cette décision, à ces décisions qui sont prises par les machines. Malheureusement, je crois qu'on est obligé d'arrêter là. Désolée. Voilà, on se quitte là-dessus. Désolée pour votre question, je suis sûre qu'elle était excellente. Merci à tous. J'espère que vous savez tout. Et bonne suite de festival, bien sûr.